Élodie Morel, une jeune mère de famille qui habite à Marseille, réalise à 29 ans son rêve de devenir mannequin. Elle est contactée pour devenir l'égérie d'une grande marque de voitures, mais son rêve va vite tourner au cauchemar. Bienvenue pour un nouvel épisode, Silence, on cherche. Élodie Morel est donc contactée par une agence pour devenir l'égérie de la marque de luxe Rolls-Royce. Donc elle est ravie de pouvoir enfin vivre de sa passion et de son rêve de devenir mannequin. On lui propose un shooting photo pour 1 000 € par jour. C'est une journée d'euphorie et de joie pour cette jeune femme de 29 ans. Pour elle, c'est le début d'une nouvelle vie. Pour décrocher ce travail qu'elle a tant désiré, elle a répondu à une annonce sur internet et a envoyé quelques photos d'elle. Sans rien connaître du monde du mannequinat et sans avoir aucune expérience professionnelle, elle le fait en se disant que c'est peut-être son jour de chance. À sa grande surprise, quelques jours plus tard, elle reçoit le mail décisif qui lui annonce qu'elle a été retenue pour être la nouvelle égérie d'une grande marque de luxe. Elle se sent valorisée et reprend confiance en elle. Elle passe embrasser une dernière fois son mari avant d'aller à ce rendez-vous qui va changer sa vie. Sylvain ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il verra sa femme. Élodie quitte Marseille en direction d'Aigues-Mortes, à environ une centaine de kilomètres de là, pour une semaine de tournage en Camargue. À ce moment-là, les gendarmes reçoivent un coup de téléphone assez étrange. Cette personne dira au téléphone qu'une jeune femme est en danger. Les autorités prennent très au sérieux cet appel car l'homme qui donne ces informations est Dominique Tarascon, qui est un indicateur habitué à renseigner les gendarmes. Tarascon est connu pour faire des grandes soirées avec des personnes notoires, des personnes avec de grandes réputations. Et donc, il a une grande influence dans le domaine de la nuit. Lorsque Tarascon contacte les gendarmes, il sait qu'un crime va être commis, mais il ne connaît pas l'identité de la future victime. Pendant ce temps, à midi, Élodie Morel arrive à Aigues-Mortes, un charmant petit village fortifié. Élodie et le photographe ont rendez-vous à 18h sur la place du village pour leur première rencontre physique. Elle s'installe à une table et attend que la photographe arrive. Mais à sa grande surprise, c'est un homme qui se présente au rendez-vous. Cet homme explique à Élodie que la photographe qui devait venir a eu un imprévu, a eu un rendez-vous et que donc c'est lui, l'assistant, qui est venu à sa rencontre pour pas qu'elle attende pour rien. Pour elle, ça paraît complètement cohérent et il ne se rend pas compte du danger qui peut rôder autour d'elle parce qu'elle ne connaît rien au monde du mannequinat et pense que c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. L'homme lui dit qu'il va l'emmener faire un repérage des lieux pour la séance photo qui se passera le lendemain. Élodie, ne sentant pas le danger, monte dans la voiture. Vers 22h, Tarascon rappelle la gendarmerie, lui informant qu'un enlèvement va avoir lieu dans quelques minutes. Bien qu'il ne connaisse ni l'identité ni les informations physiques de la femme, il dit qu'il connaît les ravisseurs qui vont sévir. Tarascon raconte donc la visite qu'il a reçue plus tôt dans l'après-midi d'un vieil ami qui s'appelle Guillaume Mingot, un fêtard. Guillaume a donc raconté à Tarascon une étrange rencontre avec une fille qu'il a rencontrée sur internet. Il lui parle également d'un réseau international de prostitution. Et il dit ouvertement qu'il prévoit de kidnapper la jeune fille pour la livrer en Espagne. Les gendarmes savent que si jamais la personne est extradée en Espagne, ça dépasse leur juridiction territoriale et donc ils ne pourront plus faire. Ils prennent cette information très au sérieux. Conscients du danger, les gendarmes d'Aigues-Mortes contactent la police judiciaire spécialisée de Nîmes, qui traite des victimes violents, du grand banditisme et du grand délit. À l'insu de tous, Guillaume Mingot est sur le point d'enlever Élodie Morel. L'aspirante mannequin transforme son rêve en cauchemar.
Donc le lendemain, à Marseille, la mère d'Élodie devient de plus en plus inquiète parce qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille depuis son arrivée. Et Sylvain, lui, son mari, n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis 21h30. Élodie lui avait envoyé un SMS rassurant déclarant que tout allait bien et qu'elle partait pour un repérage. Sylvain a un pressentiment, il sait bien que sa femme lui aurait donné des nouvelles, l'aurait appelé, lui aurait donné des informations et là, il commence réellement à s'inquiéter. Donc Sylvain, sans surprise, le mercredi matin, il explique aux gendarmes, dans tout ce que je viens de vous dire, que sa femme est partie à Aigues-Mortes pour faire un shooting photo en tant que mannequin. Mais étant donné que Sylvain et Élodie rencontrent quelques difficultés dans leur couple récemment, les gendarmes se disent qu'il est probable que Élodie soit partie d'elle-même. Et comme dans beaucoup de cas, les recherches ne vont pas commencer tout de suite. Sylvain insiste énormément en disant que sa femme n'est pas partie et que ce n'est pas possible. Donc les policiers ont ouvert un dossier et ils demandent expressément aux policiers d'envoyer leur dossier de recherche à la gendarmerie d'Aigues-Mortes. Et comme Sylvain est très insistant, les gendarmes le font. Le gendarme Piris, de service à la brigade d'Aigues-Mortes, reçoit le rapport de disparition concernant Élodie Morel. En tant qu'enquêteur expérimenté, il ne prend pas cette déclaration de disparition à la légère. Étant donné qu'il a été témoin des appels reçus concernant une femme qui pourrait être en danger, qui a été rencontrée sur Internet et qui serait donc mis dans un réseau de prostitution pour aller en Espagne, ne peut s'empêcher de se dire qu'Élodie Morel est probablement cette jeune femme qui vient de Marseille et qui a rencontré quelqu'un sur Internet et qui devait venir donc à Aigues-Mortes pour faire un shooting photo. Piris prend donc les choses en main et commence à recoller les morceaux. Enfin, un enquêteur qui va vite. Merci. Piris appelle donc l'indic pour lui dire qu'il sait qui est potentiellement la jeune femme qui va être enlevée et mise dans un réseau de prostitution. Conscient de la gravité de la situation, Piris contacte immédiatement son commandant de brigade. Le lendemain matin, 3 jours après la disparition d'Élodie, le gendarme Piris renoue avec les informations qu'il a eues. L'informateur, conscient de la gravité de la situation, décide de révéler tout ce qu'il sait. Il révèle le nom de son ami, Guillaume Mingaud. Et il explique que Mingaud, avec un complice, prévoit de se rencontrer dans une boîte de nuit abandonnée appelée le Mexicana à Vauvert. Cette boîte de nuit se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Aigues-Mortes. Piris, une fois qu'il a eu ces informations, va contacter la gendarmerie de Vauvert pour appréhender les suspects le plus rapidement possible. Les gendarmes se postent près de la discothèque, dans des rues parallèles et adjacentes pour avoir une vision dessus et appréhender les individus suspects. Ils vont devoir être très patients et attendre quelques heures avant qu'une voiture arrive. À l'intérieur du véhicule, 2 hommes s'y trouvent. Voilà, je vais vous lire un peu parce que j'ai écrit en fait un gros script et je peux pas m'en rappeler par cœur. Donc à partir de là, je vais lire ouvertement sans faire comme si... Voilà, je vais lire parce que j'ai écrit le texte tel que je voudrais qu'il soit dit et je n'arrive pas à tout mémoriser. Donc on est parti, mais l'histoire est quand même passionnante et je veux pas qu'on en loupe une miette. Les gendarmes identifient immédiatement les suspects tels que décrits par l'informateur. Ils s'approchent de la voiture par derrière car la boîte de nuit obscurcit leur vue. Les gendarmes décident d'intervenir sans prendre de risque compte tenu du danger potentiel que représentent les 2 individus. Le premier suspect, Guillaume Mingaud, est rapidement cloué au sol et est confirmé comme l'homme qui est recherché. Un deuxième individu, Richard Ligné, est interpellé alors qu'il est assis dans son véhicule. Les gendarmes s'interrogent sur l'implication de Ligné dans cette affaire et soupçonnent qu'ils sont tous les 2 acolytes dans la disparition d'Élodie Morel. Sur le lieu de l'interpellation, les gendarmes procèdent à une fouille des 2 individus. Ils font une découverte troublante sur Guillaume Mingaud, qui possède la carte d'identité d'Élodie Morel.
Cela soulève des inquiétudes quant au pire résultat possible. Trouver la carte de crédit et la carte d'identité dans la poche arrière du suspect suggère que Mingo l'a peut-être gardée comme un trophée. Guillaume Mingo et son complice sont immédiatement transférés à la gendarmerie de Vauvert pour un interrogatoire. Guillaume Mingo a 48 ans et a un casier judiciaire impliquant diverses activités illégales et escroqueries. Richard Ligné, lui, a 53 ans, n'a en revanche aucun antécédent judiciaire et vit avec sa famille dans le quartier. Les deux hommes sont amis depuis 10 ans et Mingo séjourne occasionnellement chez Ligné lors de ses visites dans la région. Donc à ce stade, les gendarmes ont 2 suspects. Mais leur seule préoccupation aux gendarmes, c'est de savoir si Élodie Morel est toujours en vie et où elle se trouve. Ils sont convaincus qu'il peut les conduire à Élodie en espérant qu'elle soit toujours saine et sauve. Dans un premier temps, Mingo refuse de coopérer, mais les enquêteurs disposent de preuves tangibles. La carte de crédit d'Élodie. Mingo fournit enfin une explication affirmant qu'il s'agissait d'un simple cas de vol. Il a rencontré une fille en terrasse d'un café, a pris un verre avec elle et lorsqu'elle a fait tomber sa carte bancaire en partant, il l'a ramassée et l'a gardée. Son intention était soit de vendre les numéros de la carte bancaire ou de l'utiliser pour faire divers achats. Il insiste en disant qu'il n'a aucun lien avec la disparition de la jeune femme. Mais les gendarmes savent que Mingo a déjà un casier judiciaire. Les caméras de surveillance qui étaient donc dans le café où Élodie s'est posée ont capté la présence de Mingo. Ce qui inquiète les enquêteurs, c'est que dans le passé de Mingo, il y a une condamnation à 9 ans de prison pour viol. Lors de cette condamnation, il a eu le droit à un bilan psychologique et ils disent qu'il est très dangereux et qu'il peut récidiver. Ensuite, Guillaume Mingo aura un récit complètement contradictoire avec sa première version. Cette fois, il admet avoir tendu un piège à Élodie Morel, reconnaissant qu'elle était une proie facile en raison de son aspiration à devenir mannequin. Mingo affirme avoir utilisé une simple annonce sur internet pour la piéger, lui faisant croire qu'elle avait été sélectionnée pour une séance photo bien rémunérée à raison de 1 000 € par jour. Mingo dit qu'Élodie Morel a accepté volontiers de passer plusieurs heures avec lui dans la voiture. Mingo avoue qu'il y a eu une confrontation entre lui et Élodie parce qu'il voulait absolument la déposséder de ses affaires et lui a demandé de lui donner sa carte bancaire, ce qu'elle a refusé et elle s'est débattue pour ne pas lui donner. D'abord hésitante, Élodie a fini par céder en raison des intimidations de Mingo. Lorsqu'elle a demandé pourquoi elle était là, Mingo est devenu violent avec elle, poussant sa tête contre le cadre de la porte passager de la voiture, ce qui lui a valu d'être complètement assommée. Après ça, elle a donné le code PIN de sa carte bancaire, sachant que sa vie était probablement en danger à ce moment-là. Mais Mingo, lorsqu'il a vu que la tête d'Élodie était pleine de sang, il a complètement paniqué. Élodie perd connaissance et Mingo, ne sachant pas quoi faire, met Élodie Morel dans son coffre de voiture. Lorsqu'elle était dans sa voiture, il s'est arrêté dans une station de service pour vérifier que le code PIN qu'elle lui a donné était bien le bon et effectivement il s'est avéré correct. Après ça, il était un peu perdu et donc il a cherché refuge et repos donc chez son ami Richard Ligné où il est arrivé au petit matin avec Élodie Morel toujours en vie et retenu captif dans son coffre. Ligné qui a été arrêté en même temps que Mingo donc dans la voiture devant la discothèque à Vauvert. Lui était avec sa femme Francine et leur fille Ludivine. Mingo maintient dans sa version des faits qu'il a choisi d'aller chez Ligné parce qu'il avait nulle part où aller et qu'il était 4 ou 5 heures du matin quand il est arrivé chez son ami. Il est arrivé complètement ivre. Mingo décide de cacher Élodie dans le garage de Richard Ligné. Lorsque Mingo se retrouve seul avec elle, il tente de créer une relation de confiance en discutant et en partageant des détails personnels afin d'établir des points communs. Élodie, elle, voyant un peu le danger, je pense qu'elle a complètement joué le jeu. Elle dit qu'ils ont des enfants du même âge et trouve des points communs complètement dérisoires, je pense, mais il valait mieux créer un lien personnel avec son ravisseur plutôt que de, encore une fois, faire face et d'affronter et de risquer de se faire frapper et potentiellement tuer. Mingo dira toutefois qu'Élodie avait un fort caractère et qu'elle a tenté de négocier à plusieurs reprises sa libération.
Elodie est donc retenue toute la nuit et le matin donc dans le garage et donc est complètement déshydratée et Mingo décide d'aller lui chercher de l'eau tout de même donc dans la maison des Ligné. Mingo quitte brièvement les lieux pour obtenir de l'eau auprès de Francine Ligné en expliquant que c'est pour sa captive. À son retour, il offre à Elodie une bouteille d'eau qui représente un moment de détente pour elle après 24 heures sans boire ni manger. Selon la déclaration de Mingo aux enquêteurs, il aurait soi-disant décidé de libérer Elodie le mardi soir. Ils quittent ensemble le village au volant de la voiture d'Elodie. Cependant, en cours de route, Elodie tente de s'échapper en faisant un croche-pied à Mingo. Fou de rage, Mingo se jette sur elle et l'étrangle à l'aide d'une ficelle trouvée par terre. Ainsi, la séquestration d'Elodie Morel malheureusement finit tragiquement. Le rôle de Richard Ligné, le propriétaire du garage où Elodie a été séquestrée, devient une question cruciale. Les gendarmes effectuent une perquisition au domicile des Ligné et leur comportement indifférent les surprend énormément. Ils sont complètement désintéressés de la situation et de ce qui se passe, ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Les enquêteurs, lors de cette perquisition, découvrent donc des objets compromettants, comme les affaires personnelles d'Elodie, son téléphone portable, son sac à main, ses chaussures et ses vêtements. Donc un scénario terrible, encore plus terrible que celui que Mingo a dit, se met en place pour les enquêteurs parce qu'ils pensent que pendant la séquestration d'Elodie, le couple Ligné aurait pris possession de ses affaires agissant comme des pilleurs. Ils étaient conscients donc de la présence d'Elodie dans leur garage et de la souffrance qu'elle subissait. Et après sa mort, ils n'ont rien fait d'autre que de garder les objets personnels d'Elodie. Une fois qu'ils ont retrouvé le téléphone portable d'Elodie donc dans la maison des Ligné, les enquêteurs les confrontent tous les trois. Et Mingo change encore une fois sa version des faits. Dans sa troisième version des faits, Mingo raconte qu'après avoir drogué Elodie pour l'empêcher de résister, il s'est rendu chez les Ligné avec les affaires personnelles de la victime. Francine Ligné aurait offert certains objets de Elodie à leur propre fille. Les enquêteurs sont sans surprise complètement choqués par l'attitude de la femme Ligné, qui n'a aucune compassion pour ce qui se passe pour Elodie à ce moment-là quand même. Et une fois de plus, Mingo revient sur ses dépositions et donne encore une quatrième version des faits. On ne sait plus par où prendre cette enquête, mais bon, je vous le dis, Mingo revient donc sur ses aveux et propose une quatrième version. Il accuse maintenant Richard Ligné d'avoir tué Elodie tout seul. Selon la nouvelle histoire, lors d'une discussion autour donc justement de la séquestration d'Elodie, l'alcool aurait créé des tensions entre Richard et Mingo. Et paniqué par la présence d'Elodie dans son garage, il aurait décidé de supprimer Elodie tout seul. Bon, les gendarmes sont quand même sceptiques face à cette dernière version. Mingo est considéré donc comme un manipulateur et a déjà été condamné pour viol et violence, alors que Ligné, lui, n'a pas de casier judiciaire et est juste un peu simple d'esprit, alors que Mingo, lui, est très manipulateur et très intelligent. Donc est-ce qu'il n'aurait pas manipulé les Ligné pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire avec Elodie et qu'il est en train de changer la version des faits pour se déculpabiliser complètement de la situation et de ce qui s'est passé? Donc quand même, suite à l'accusation de Mingo contre Ligné, Ligné sera quand même mis en garde à vue, mais contre toute attente, Ligné nie complètement avoir vu Elodie. Les gendarmes essaient de trouver s'il n'y aurait pas une troisième personne qui aurait pu être inculpée. Donc 1 an après le décès d'Elodie, l'enquête est finalement close et la justice prononce sa sentence. Guillaume Mingo est condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Les époux Ligné, eux, sont soupçonnés de complicité et sont également jugés. Ils écopent d'une peine de 6 ans de prison. Cependant, Guillaume Mingo fait appel de sa condamnation, espérant partager les responsabilités avec la famille Ligné. Lors du procès en appel, la surprise est de taille lorsque Mingo reconnaît les faits qui lui sont reprochés et admet être le meurtrier d'Elodie Morel. Il tente ainsi de prendre ses responsabilités pour pouvoir avoir une réduction de peine.
À ce moment-là, lors du deuxième procès, donc il y a des débats qui sont en cours et assez bizarrement, Mingo essaie de persuader les jurés que la famille Ligné n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé, qu'ils ne sont pas du tout responsables et qu'ils n'étaient pas au courant qu'Élodie Morel était dans leur garage. Et les Ligné disent qu'en fait, Mingo, il pensait pas qu'il était capable de faire des meurtres et pensait que c'était juste un mythomane et un mec avec un petit casier judiciaire qui faisait des petits larcins. Mais à aucun moment, il pensait qu'il pouvait passer à l'acte et arriver au point de tuer quelqu'un. Au terme donc de ce procès, Guillaume Mingo sera condamné à la perpétuité avec un minimum de sûreté de 30 ans, alors que pour les Ligné, ils sont condamnés à 8 ans de prison ferme pour complicité. Cette affaire a forcément bouleversé énormément de personnes. Donc il y a Tarasco qui lui regrette vraiment de ne pas avoir pu s'interposer suffisamment tôt et de ne pas avoir donné des renseignements plus rapidement aux gendarmes sur qui était la personne qui comptait enlever Élodie. Donc il aura toujours cette culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Il est persuadé qu'il aurait pu sauver Élodie mais ne l'a pas fait. La famille donc de Élodie Morel, son mari et son fils ne la reverront jamais et la mère d'Élodie est toujours sur le choc parce que comment accepter que son propre enfant ait été violé et séquestré puis tué et enterré donc dans un terrain vague. C'est juste une horreur pour les familles. Mais le souvenir d'Élodie Morel ne s'effacera jamais pour ses proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Silence, on cherche. Faites attention à qui vous donnez rendez-vous et qui vous allez rencontrer. On ne sait jamais.